Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors aujourd'hui, Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Tiens, avant de parler de ça, juste avant, le sujet qu'on a évoqué sur les TPE, les PME qui boudent un petit peu les dispositifs de participation et d'intéressement. Je voulais vous faire réagir. Vous les comprenez parce que c'est la crise, c'est compliqué, les systèmes, etc. Ou elle devrait plus jouer le jeu? Par rapport à votre débat précédent, je crois que ce qui intéresse le plus les salariés, enfin ceux que je crois, c'est combien ils touchent. C'est le salaire. Combien ils touchent à la fin du mois et le salaire. Et c'est un vieux débat, un débat intéressant. Hein. C'est la notion de salaire net et puis de salaire différé. Vous savez que grâce à notre salaire, eh bien, on peut être soigné de moins en moins gratuitement, mais enfin mieux que dans d'autres pays. Oui. On a la retraite, on a beaucoup, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale. Et qui est mal financé par la participation à l'intéressement parce qu'il y a un forfait social qui a été supprimé. Il n'y a pas de cotisation. Voilà. Donc vous n'êtes pas fan, vous, de la participation à l'intéressement? C'est du beurre, c'est le beurre dans les épinards, mais quand vous allez chez votre boucher, vous ne lui dites pas je vous paierai. Oui, mais dans les grands groupes, vous avez vu, entre tous les dispositifs, c'est 2 à 3 mois de salaire en plus. Enfin, ça, c'est quand ça va bien. Hein, quand ça va bien. Mais je vous répète que la meilleure solution, c'est le salaire, parce que ça tombe tous les mois, ça reconnaît votre qualification, et puis ça sert tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Cette période de crise, elle a montré que le modèle social français, il n'est pas si mal que ça. Mais pourquoi il n'est pas si mal que ça? Parce qu'on a la sécurité sociale, par exemple. Et financé par des cotisations. On a la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui nous dit, qui vient d'annoncer la prolongation d'un mois des allocations pour les chômeurs qui sont en fin de droit. Ça concerne 700 000 demandeurs d'emploi. C'est normal, c'est suffisant, parce que le marché du travail, il est encore très dégradé. C'est normal, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes d'emploi, et en même temps, ce n'est pas suffisant. Et vous savez bien que le conflit qui nous oppose l'ensemble des organisations syndicales au gouvernement, avec la réforme de l'assurance chômage, qui va, au-delà de cette prolongation annoncée, avoir des conséquences importantes. Elle en a déjà, parce qu'une partie de la réforme est déjà passée, qui va les accumuler au 1er juillet sur plus d'1 700 000 privés d'emploi qui vont perdre au niveau de leurs allocations, plus ce qui vient d'être... Mais vous saluez ce geste? Et il faut... je le dis régulièrement, chômeur, c'est pas un métier. Je ne connais personne qui, tout au long de ses études, dit « je serai chômeur plus tard ». Donc, c'est les conséquences d'une politique d'emploi de gouvernements successifs. Et donc, il faut, si on veut que ces salariés, parce que ce sont des salariés, puissent vivre dignement, le plus dignement possible, eh bien, il faut que les allocations, ils puissent toucher les allocations. Et je pense aux jeunes. Hein. Vous savez, quand vous sortez de l'école et vous n'avez pas de boulot, vous touchez zéro. Oui. Et chercher du boulot, ça coûte cher. Ouais. La ministre du Travail qui reçoit, à compter d'aujourd'hui, les partenaires sociaux pour débattre, très important, des professions prioritaires à la vaccination. Après les policiers et les enseignants de plus de 55 ans, la ministre souhaite donc un accès prioritaire aux éboueurs, aux conducteurs de bus, les agents d'entretien, les assistantes maternelles. Et là, on se dit, la liste des métiers où on est en contact, où les agents sont en contact avec le public, elle est très longue. Il va falloir faire des choix, parce que si tout le monde est prioritaire, il n'y a plus de priorité. Hein. C'est un peu compliqué à comprendre, oui. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Hein. En fait, la priorité, c'est que rapidement, tout le monde soit vacciné. Et donc, le problème majeur, si je comprends bien, dans ce nombre de discours un peu parfois incohérents, c'est qu'il n'y a pas assez de vaccins. Et donc, il faut... dose. Oui, donc c'est ça. Parce que un enseignant, par exemple, qui va avoir 55 ans et celui qui en aura 54, quelle est la différence alors que les écoles vont réouvrir, etc. etc. Donc oui, il y a des prix. Qui est prioritaire pour vous dans les métiers de ce qu'on appelle la seconde ligne? Tous les salariés. Alors, oui, il n'y a pas de dose pour tout le monde aujourd'hui. Et donc, le vrai problème, c'est le manque de doses. On est quand même un des pays les plus en retard au monde, dans les pays, dans les pays qui sont dans le top 10 de l'économie mondiale. En termes de vaccination. En termes de vaccination. Quand on se compare par rapport aux autres pays européens, on est globalement dans la moyenne. J'ai regardé hier les chiffres. Les Allemands sont un petit peu en avance, mais par rapport à l'Espagne et l'Italie, globalement, les Anglais ne sont pas un peu plus en avance? Oui, les Anglais. Merci. Et aux États-Unis, ils ne sont pas un peu plus en avance? C'est bien que vous preniez les Américains comme modèle. Non, c'est des statistiques. Oui. On compare. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Anglais et les Américains, que nous, on n'a pas fait? Le problème que nous avons, c'est qu'il y a eu une stratégie de gestion de crise qui a été pour le moins chaotique.
je ne reviens pas, les masques, etc., etc. Et parce que le président de la République est dans sa logique et il a envie de faire la démonstration que lui a raison dans sa gestion de la crise. Ça, c'est la première chose. C'est une constante chez lui ? C'est quand même régulier depuis bientôt 4 ans. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. En gros, c'est ça, sa stratégie. Moi, je sais. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Et les syndicats ne servent à rien ? C'est le fond de sa pensée ? Ils ne servent pas à grand-chose, ça c'est au fond de sa pensée. Et puis de temps en temps, il se dit bon, je vais peut-être les faire ressortir un peu parce que je suis embêté avec tel ou tel corps de métier, etc. Mais le vrai problème, c'est qu'on est dans un pays où on a un des plus grands industriels pharmaceutiques au monde. Et qu'on n'a pas de vaccin, et qu'on n'a pas réussi. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une stratégie aussi chez Sanofi qui consiste à supprimer des emplois de recherche en disant la recherche, rapport profit, investissement, c'est pas assez rentable. Et donc ouais, c'est quand même malheureux qu'on ait... Donc il a été bon, Trump, au final, à vous écouter. Parce que il a été bon, Trump, dans sa gestion, non pas de la crise, mais du vaccin, de sa campagne de vaccination. Quand au mois de mars, il dit à tous les laboratoires... je vous donne l'argent qu'il faut pour que vous sortiez même avant d'avoir les résultats. Il a eu du mal à comprendre que avaler du détergent, c'était pas assez suffisant pour soigner un tel virus. Et donc, il y a des industries pharmaceutiques aux États-Unis qui, évidemment, ont mesuré, parce que c'est pas non plus des saints, ces grands groupes multinationaux qui rapportent aide de l'État, parce Trump a mis de l'argent et des profits qu'il pourrait tirer d'un tel vaccin, on fait ce choix. Mais enfin, on ne va pas mettre en valeur j'allais dire les pensées de Trump en matière de gestion de la crise. Non, pour dire parler de Boris Johnson, qui au final a une gestion de crise calamiteuse en début de crise, qui aujourd'hui a plus de la moitié de sa population qui est vaccinée. Au moins lui, il a eu le mérite de reconnaître qu'il avait dit des bêtises en disant que c'était une grippe ou une angine, et il a corrigé. Bon, c'est pas le cas chez nous. Ce week-end, les personnels prioritaires de plus de 55 ans, policiers, gendarmes ou professionnels de la petite enfance, ne se sont pas précipités pour se faire vacciner. Avec un démarrage très timide, comment on explique cette faible affluence ? Apparemment, seul le vaccin AstraZeneca était proposé. Peut-être qu'il y a un lien quand même. Sûrement, oui, si vous le dites. Mais là, c'est pareil. C'est quand même difficile pour quelqu'un comme moi, peut-être comme vous, qui n'est pas un spécialiste des vaccins, et d'entendre que AstraZeneca, attention, il y a eu quand même des propos assez contradictoires, même si on essaye de rassurer. Donc, dans la population, on se dit, on est déjà assez marqué par l'épidémie. Et en plus, on nous explique que les vaccins, on ne sait pas les effets, Le etc. moment venu, vous pourriez vous faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca sans aucun problème ? Oui, je pense que oui. Enfin, je suis convaincu qu'il faut se faire vacciner. Donc, quand ça sera mon tour, je le ferai avec le vaccin qu'on me proposera. Il ne s'agit pas on n'est pas au supermarché, mais je pense qu'il y a besoin d'un discours beaucoup plus clair sur cette vaccination. Et puis, il faut avoir des rendez-vous. C'est assez compliqué quand même. Manifestement, il y avait une faible affluence ce week-end pour les policiers et gendarmes qui pouvaient se faire vacciner de manière prioritaire. Oui. Pas eu foule au portier. Je ne sais pas, j'étais pas avec eux pour me faire vacciner, mais oui. Et puis je crois qu'il y a des centres de vaccination qui avaient des vaccins, mais pas personne pour se faire vacciner. Donc je pense que c'est la cohérence du discours qui manque, quoi. Bon, on a jeudi aussi la ministre du Travail qui recevra les partenaires sociaux pour plancher sur le calendrier de sortie des aides d'urgence, notamment sur le dispositif de chômage partiel. On a compris dans la bouche de la ministre que cette sortie sera évidemment progressive. Vous lui faites confiance pour retirer ces aides, pas trop vite ? Non, mais il faut que les aides, elles puissent continuer là où il y en a besoin, mais je pense que le problème, c'est comment on utilise l'argent, le fameux plan de relance. À quoi il sert ? Comment on contrôle les aides ? Je pense que c'est ça la vraie question. Je vais vous citer un exemple. Il y a une entreprise Fonderie Automobile dans l'Aveyron, qui fabrique des belles pièces en aluminium pour les voitures, moteurs hybrides, etc. La ministre de l'Industrie dit on vous a trouvé un repreneur, c'est 60% d'emplois au moins, mais il faut le prendre, c'est ça ou rien. Moi, j'avais compris que des milliards allaient être injectés pour non seulement préserver l'emploi, mais le développer. Et comme les salariés disent non, on veut pas, on pense qu'il y a d'autres solutions
pour éviter cette hémorragie d'emploi dans un bassin d'emploi déjà, eh ben, en fait, les victimes deviennent les coupables. C'est-à-dire qu'on dit, si vous n'acceptez pas nos conditions, c'est-à-dire 60% d'emplois en moins, eh bien, ça sera de votre faute si la boîte, elle ferme. C'est scandaleux. Et qu'une ministre, et un gouvernement plus globalement, culpabilise des salariés qui ne font que défendre leur emploi en ayant des propositions, c'est ce décalage donc entre le discours et les actes. Et donc, mais sur les aides d'urgence globalement, le compte y est, il y a eu beaucoup, je crois que la facture de la crise sur 2 ans, selon Olivier Dussopt, c'est 400 milliards d'euros pour l'État. 400 000, on se dit que l'État a mis l'argent quand même pour... Entre les prêts et les aides. On met tout cumulé. D'accord. Non, mais bien sûr. Mais à quoi servent ces aides? C'est ça la finalité. À quoi elles servent? Si c'est pour aider à restructurer, en termes d'emploi, ça sert à quoi? Donc c'est pour ça que nous, on demande. On n'est pas contre les aides. Mais nous, ce qu'on dit, c'est à quoi elles servent. Et quand on demande à quoi elles servent, là, ça ne vous regarde pas. Et donc, il faut de la transparence. Moi, je vous dis, dans beaucoup d'entreprises, ces aides, elles servent à supprimer les emplois. C'est-à-dire qu'on est comme avant. On dit, c'est la pandémie, on va travailler autrement, on va faire autrement, c'est les discours officiels. Et puis, dans la réalité, eh bien, les plans dits sociaux, les plans de restructuration se succèdent, que ce soit dans l'industrie, dans le commerce, dans l'hôtellerie, etc., etc. Et c'est proprement scandaleux. Et on a un gouvernement qui parle beaucoup, qui fait beaucoup de communication, qui parle de milliards, mais dans la réalité, c'est des milliards qui servent à supprimer les emplois. Et c'est... je peux vous dire qu'il y a une vraie colère, quoi. Enfin, moi, je vous cite ces salariés de l'Aveyron, mais j'étais samedi dans le Jura, à Saint-Claude, pareil, dans une entreprise qui est menacée de fermeture. Qui a reçu des aides ? Qui a bien sûr des aides. Mais les aides, c'est le chômage partiel. Ouais. C'est des aides, ça. Ouais, c'est bien. Mais, pas de sujet là-dessus. Non, mais il n'y a pas de sujet. Mais quand on dit les aides ne peuvent pas justifier ou servir à supprimer les emplois, là, on nous dit, mais c'est mieux que rien. C'est-à-dire qu'en gros, accepter que 60% de vos collègues de travail soient à la lourde, c'est mieux que rien. Et on a, dans l'automobile, des donneurs d'ordre. Renault a touché 5 milliards. C'est pas rien. C'est un prêt. C'est un prêt. 5 milliards pour continuer à délocaliser. Mais c'est un prêt, on est d'accord, on parle d'un prêt là. C'est des aides. Il y a eu un prêt. Je parle sur de contrôle parce que vous connaissez bien le dossier. Il y a eu un prêt et une aide. Donc, tout ça pour continuer comme avant à délocaliser. On nous parle d'environnement, préservation de la planète, alors qu'on a des circuits courts ou plus courts, eh ben on va les produire à l'autre bout de l'Europe, peut-être parfois à l'autre bout du monde, pour réimporter. Donc on casse des emplois, on continue la désindustrialisation et délocalisation, et en plus on continue à jouer contre la planète. Voilà, c'est un discours qui est insupportable, le discours du gouvernement, entre les belles paroles, les aides, etc. On fait tout ce qu'on peut, et la réalité sur le terrain, c'est comme ça que le vivent les salariés. Sur l'activité partielle, Philippe Martinez, c'est au 1er juillet que le reste à charge pour les entreprises devrait passer à 40%. Est-ce qu'il faudra quand même prévoir des dérogations, notamment pour les entreprises qui seront toujours dans la difficulté? Il y a besoin, évidemment, parce que tout le monde sait que toute l'économie ne va pas reprendre en même temps, le même jour, y compris dans le calendrier du gouvernement. Pour l'instant, on ne sait pas. On a une date du 15 mai, mais on ne sait pas qui va être concerné, etc. Donc oui, il faut que ça soit progressif. Mais j'insiste de nouveau, les entreprises sont remboursées à 100% par les salariés. Et 100% quand on est au SMIC, oui. Quand on est au SMIC. Mais juste au-dessus du SMIC, on est payé à 84%. Et rester un an payé à 84%, quand déjà avec le mois complet, vous n'arrivez pas à finir le mois, voilà, il faut penser aussi à eux. Donc là aussi, il faut que les aides soient mieux partagées. Justement, sur le calendrier de la réouverture de notre économie, ça se fera par étapes. La ministre du Travail l'a rappelé hier, réouverture on entend des terrasses, des cafés, des restaurants mi-mai. Vous attendez plus de clarté de la part du gouvernement sur un calendrier précis, parce qu'on est déjà dans 3 semaines, 3 grosses semaines? Je crois que je ne suis pas le seul. Je crois que je ne suis pas le seul. On a un président de la République qui a fait des annonces. Le ministre Véran, je crois, a parlé, ou en tout cas a fait une interview hier en disant voilà mais on voit que le nombre d'hospitalisations stagne. Contamination aussi. Contamination aussi, que les hôpitaux sont toujours saturés. Voilà, donc c'est trop tôt, mi-mai, pour vous, c'est trop tôt? Je n'en sais rien. Mais il faut que le discours il soit cohérent.
On ne peut pas donner espoir aux gens qui en ont ras-le-bol, vous les croisez comme moi, et en même temps dire dans 15 jours, finalement, ça ne sera pas le 15, ça sera le, je ne sais pas quand, le 20 ou le 15 juin, etc. Il y a besoin de cohérence. Il faut donner confiance aux gens, mais en même temps, il n'y a rien de pire qu'un espoir qui est brisé, quoi. Et c'est ce qu'on vit quand même depuis 1 an. Hein. Ouais, et des restaurateurs qui attendent évidemment cette réouverture avec impatience. Pas que les restaurateurs, notamment, ceux qui vont manger au restaurant aussi. Exactement, mais des restaurateurs qui craignent au moment de la réouverture, si celle-ci a bien lieu quelque part en mai, que 100 000 salariés manquent à l'appel. Notamment parce que des salariés ont décidé de changer de voie pendant la crise. Et donc voilà, donc il y aurait potentiellement une pénurie de personnel pour bosser dans les restaurants. Est-ce qu'on se dit que c'est alarmant ou finalement c'est que les restaurateurs, ils ont qu'à mieux les payer, mieux payer les gens je pense que la première chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il y a, depuis plus d'1 an maintenant, on est au chômage partiel avec une incertitude sur la réouverture. On peut changer de voie, on peut se requalifier. Déjà, il faut manger. Hein. Donc, il y a plein de salariés des hôtels, cafés et restaurants qui ont été faire des saisons dans l'agriculture, etc. Parce qu'il faut manger. Ouais. Et puis, vu toutes ces incertitudes, ils ont décidé de changer de boulot parce qu'ils ne pouvaient plus attendre plus longtemps. Ça n'empêche pas qu'il faut réfléchir à la formation. Il y a des salariés très qualifiés dans les métiers du commerce et hôtels, cafés, des restaurants, et que la question de la reconnaissance de leur qualification, elle est posée aussi parce qu'il y a des horaires, vous le savez, particuliers, etc. etc. Bon, autre sujet, Philippe Martinez, les résultats, sujet qui va vous ravir, les résultats des élections de représentativité syndicale dans les TPE, donc dans les entreprises de moins de 10 salariés, vous place en tête devant l'UNSA et la CFDT, 26% des voix, 1 point de plus qu'en 2017. 1,19. 1,19, il est précis. Hein. Vous conservez votre première place, vous êtes satisfait, j'imagine. Après, il y a une très faible participation, on est à 5,4%, on était à 10% en 2012. Quelle grille de lecture on peut avoir? On peut être satisfait quand aussi peu de gens sont allés voter? Quand on gagne, on est plutôt satisfait. Puis on est parmi les 5 confédérations, on est ceux qui gagnent le plus, y compris chez les cadres. La petite musique consistant à dire que la CGT, c'est des privilégiés dans les grands groupes, etc. Vous voyez, le score qu'on fait au TPE, c'est plus fort que notre score national, toute profession confondue. Par contre, oui, on ne peut pas se satisfaire de ce taux de participation. Mais là, quand il y a une campagne électorale et une élection qui concerne 5 millions de personnes, sous la responsabilité du gouvernement, il faut faire un peu plus de communication officielle. Donc c'est la faute du gouvernement s'il n'y a pas eu foule qui a La date a été reculée 3 fois. La date a été reculée 3 fois. Il y a des salariés qui ont reçu leurs éléments de vote la veille de la clôture du scrutin. Je peux vous faire la liste si vous voulez. Donc ça pose un problème. Vous imaginez, vous vous rendez compte, l'élection présidentielle, on en parle déjà maintenant. Bon, les enjeux ne sont pas les mêmes non plus. Hein. Ah bon? La présidentielle, pardon. Mais les enjeux sont importants. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. Les salariés des TPE, vous parliez des salariés des hôtels, cafés, restaurants, ils ont des droits. Défendre leurs droits face aux heures supplémentaires, parfois au licenciement abusif, c'est essentiel. Le social, il est essentiel. C'est plus de 5 millions de personnes. Et il y en a 250 000 qui sont allés voter. Et il y en a 269 000. 269, me semble-t-il. Donc oui, on est content parce que on fait la démonstration que la CGT n'est pas le syndicat des nantis, comme je l'entends trop souvent, mais qu'en même temps, oui, il faut faire plus et puis faire voter des salariés qui sont pas en activité, on vient d'en parler, parce que c'est principalement les salariés des TPE dans le commerce, etc., qui n'ont pas travaillé depuis un moment, pour les serrer la main, pour leur dire bonjour. Vous savez, je me suis déplacé, il y a des endroits, c'est fermé, hein, et les salariés sont à la maison. Donc, mais moi, j'insiste beaucoup, hein, une élection comme ça, c'est très important, et ça nécessite d'autres moyens et un peu plus de sérieux de la part du gouvernement. Le MEDEF, sinon, qui a proposé aux centrales syndicales de fixer leur agenda de discussion sur des thèmes comme le climat, le digital, le paritarisme. Toutes les centrales ont accepté, pas la vôtre, pas la CGT. Pourquoi vous optez pour la chaise vide? Ça ne vous ressemble pas? Ça ne nous ressemble pas, merci de le dire. Premièrement... vous n'êtes pas d'accord, mais au moins vous le dites. Hein. Non, mais on l'a dit qu'on n'était pas d'accord. Est-ce que vous pensez que dans la période... L'avenir du paritarisme, faites un sondage, vous sortez dans la rue. C'est pas l'essentiel. Hein? Non, on est d'accord. Nous, on a il n'y a pas les bons sujets de discussion, c'est ça? Pas les sujets urgents. Quels sont les sujets urgents? Les salaires des deuxièmes lignes.
Quand est-ce qu'on négocie Ah, c'est ça la raison, d'accord. Non, parce que FO dit la même chose que vous, à savoir il faut parler aussi de l'égalité homme-femme, il faut parler des salaires, mais on ira à la table des négos. Oui, mais parce que premièrement, c'est pas des négos, on fait un état des lieux, ça dure sur 2 ans presque. Mais moi, je ne me vois pas arriver dans une boîte où vis-à-vis de salariés qui cherchent du boulot, leur dire, ne vous inquiétez pas. Le paritarisme. On s'occupe du paritarisme. Non, mais faut être sérieux, quoi. Donc oui, égalité salariale entre les femmes et les hommes, reconnaissance des qualifs, salaire, voilà des sujets d'actualité. Emploi industriel, voilà des vrais sujets. Et si ces emplois sont à l'ordre du jour, vous revenez à la table des discussions. Si les sujets correspondent aux enjeux de la période, évidemment, comme on l'a toujours fait. Allez, dernier point à voir ensemble, Philippe Martinez. Ce sondage, Opinion pour les Échos, sur l'envolée de la dette publique en France. Malgré cette envolée, les Français ne veulent pas réduire les dépenses publiques. Ils sont favorables à un maintien, voire une augmentation, encore une fois, de la dépense publique en matière de santé et de recherche. Et en même temps, 3/4 des Français trouvent que l'État est trop dépensier. Il n'y a pas une contradiction là-dedans ? Je pense qu'on n'a pas le temps de développer, mais prenons-le. Premièrement, il faut analyser la nature de la dette, la dette liée à la pandémie. Et 500 milliards. Les restes de la dette de la crise financière précédente, qui mériterait d'être analysés. Et puis, après, est-ce que d'avoir un pays et une dette, est-ce que c'est un drame ? C'est une vraie question. Toutes les entreprises sont endettées. Toutes. Parce que l'endettement, ça permet d'investir, par exemple. Eh ben, c'est bien que l'État s'endette pour investir. Sauf le jour où, vous savez, les taux d'intérêt remontent, et là, pour le coup, écoutez, c'est pas pour l'instant, on le voit pas. Pour l'instant, on est loin de ça. Quand on emprunte, on gagne de l'argent sur les taux d'intérêt négatifs, par exemple. Donc faut relativiser, tous les discours catastrophiques, les générations à venir, faut relativiser tout ça. Et je vous le dis, là, par exemple, la dette privée, c'est-à-dire la dette des entreprises, est plus importante. C'est juste. Ben oui, c'est juste. Je ne dis pas que des bêtises. Ouais, elle est plus importante, personne n'en parle. Et puis après, on se rend... peut-être que... avec ce qu'a annoncé le président des États-Unis, et ne me dites pas que c'est ma référence, mais je constate. De nouveau, lui, il a ouvert. Martinez prend les Américains comme référence. Non, il a ouvert. Non, c'est intéressant. 2000 milliards de plan de relance. Je fais des constats, c'est-à-dire, je crois que c'est l'équivalent du PIB de la France, non ? Ce qu'il a. Un petit peu moins, mais pas loin. Et qu'est-ce qu'il dit ? Oui, on a besoin d'un État fort, parce qu'il faut moderniser les routes, il faut moderniser les écoles. Je pense qu'il s'inspire en tout cas, peut-être un petit peu de ce qui se passe en France. Vous voyez, on a tellement dénigré notre modèle social que quand le Biden s'en inspire en disant il faut de l'égalité malgré notre État fédéral, il faut un État fort qui donne la chance et de l'égalité à tout le monde. Moi, ça me va comme discours. Hein. Et c'est sert à ça l'État, à promouvoir l'égalité entre les citoyens, l'égalité entre les territoires. Et pour ça, il faut mettre de l'argent parce que c'est pas normal que dans des départements, on ferme les hôpitaux et qu'il faille faire 25, 30, 50 kilomètres pour trouver une maternité, voire les urgences. Voilà. Et donc, dans ce sondage Opinionway pour les Échos, parmi les pistes pour financer, on finit là-dessus, pour financer la relance, une proposition reçoit l'aval des Français. Ça va vous faire sourire. Taxer les plus hauts revenus. 72% des Français y sont favorables. Ça va dans votre sens, mais le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Vous voyez qu'on n'est pas toujours à côté de la plaque. Moi, ce que je constate, c'est que M. Macron est arrivé, il a supprimé l'impôt sur la fortune. Il l'a transformé. Il l'a supprimé. Et puis, 4 ans après, presque à la fin de son mandat, il va taxer ceux qui sont privés d'emploi. Vous voyez, quand on dit il a choisi taxer ceux qui sont privés d'emploi ? Oui, avec la réforme de l'assurance chômage, il va diminuer le revenu de ceux qui en ont le moins, après avoir redonné, si je puis dire, du pouvoir d'achat pour l'industrie du luxe, certainement, à ceux qui en avaient vraiment pas besoin, quoi. Bon voilà, merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, retrouvée dès 14h en replay. Merci. Merci.